Alors aujourd'hui, à ce stade, que diriez-vous de la RDC? Elle se porte mieux, elle se relève ou elle est encore au bas de l'échelle? Il faut, lorsqu'on fait une analyse, la faire in globe, prendre la chose dans sa globalité pour démontrer qu'hier, il y avait de vastes territoires qui étaient sous l'emprise des ennemis de la République. Aujourd'hui, nous avons su plutôt à récupérer autant. À l'Assemblée nationale, il y a eu deux présidents, Madame Janine Mabunda et ensuite Christophe Mbosso, qui ont conduit cette Assemblée nationale. Comment avez-vous trouvé cette législature? Je n'ai pas senti un contrôle parlementaire efficace. Et de la victoire diplomatique. Qui aujourd'hui s'est annulé, vous avez vu l'actualité. Ne m'opposez pas les propos des personnes mal intentionnées, des personnes frustrées. Je vous rappelle que je suis avocat, ne m'opposez pas des propos d'un fugitif. Quelqu'un qui, lorsqu'il est interpellé par la justice de son pays, il le fuit, il estime qu'il peut commencer à crier en dehors de la République. Pourquoi devrons-nous voter Félix Tshisekedi ce 20 décembre? Il s'agit de la dignité du peuple congolais qui est restaurée. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois encore dans cette émission Le Siège. Nous avons pris l'habitude, vous et nous, de décrypter toute l'actualité politique, mais plus spécialement l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, vous avez appris à connaître les députés, les sénateurs, les députés provinciaux dans leur travail à l'accoutumée à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi que dans les assemblées provinciales. Mesdames et messieurs, bienvenue encore aujourd'hui dans Le Siège. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un candidat député national. C'est l'actualité qui l'oblige. Nous sommes en pleine campagne en République démocratique du Congo et le 20 décembre, vous aurez le choix de pouvoir élire vos électeurs, vos candidats. Et avec vous, vous avez le choix et la possibilité de choisir les meilleurs d'entre eux. Nous allons parler de l'actualité électorale en République démocratique du Congo, mais aussi de toute l'actualité politique. Bienvenue. Alors, je le disais tout à l'heure, nous recevons un candidat député national. Il s'appelle Maître Harold Badibanga. Il est candidat député national dans la circonscription de la Funa, mais également il est au cadre du parti cher à l'honorable l'excellence Pius Mabilou. Il s'agit du CNC. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que j'ai dit dans votre présentation que vous aimeriez vous-même ajouter? Je peux ajouter que je suis Jean Patriote, nationaliste, africanisto-panafricaniste, congolais de mon état. J'adore tout ce qui va avec mon pays pour son bien-être. Je suis membre, vous l'avez dit, du Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mabilou Mukala, un parti politique de gauche qui place l'homme au centre de tout. Je suis père de famille. Exactement. Alors aujourd'hui, à ce stade, que diriez-vous de la RDC? Elle se porte mieux, elle se relève ou elle est encore au bas de l'échelle? Donc, vous savez, lorsqu'il faut faire un diagnostic sérieux, madame, de ce qu'est la République démocratique du Congo, cette analyse ne doit pas tomber comme un cheveu dans la soupe. On doit jeter un regard d'où l'on vient, diagnostiquer où l'on est avant de faire des projections. Est-ce que mon pays se porte bien aujourd'hui? Je dis oui. Si j'écrivais, j'aurais souligné oui. Non seulement oui serait en majuscule, mais je l'aurais souligné 50 000 fois en rouge et 75 000 fois en bleu, tout simplement parce que hier, le budget de ma République était au ghetto, un budget dérisoire. L'argent des cacahuètes pour les États-Unis, c'était à 4 milliards. Aujourd'hui, nous avoisinons les 30 milliards. Mon pays va bien. Hier,
les parents étaient en train de souffrir de la tension parce que leurs enfants étaient vus chasser de l'école primaire tout simplement parce qu'ils n'ont pas payé des minérales. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est une réalité. Mon pays va bien. Madame, hier, les mamans, vous êtes mères, étaient humiliées dans des centres médicaux, dans des hôpitaux, tout simplement parce qu'après des accouchements d'ailleurs difficiles, parce que les produits qui vont avec n'étaient presque pas là, et enfin elles sont retenues dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé 25 000 francs, 50 000 francs ou 100 000 francs comme frais de la maternité. Ce phénomène n'existe plus avec la gratuité de la maternité et donc mon pays va bien. Je peux dire qu'avec la patrouille financière initiée par le chef de l'État via l'IGF, l'argent du contribuable congolais était en train de lire domicile dans des poches des individus, ce qui faisait que le budget de l'État ne gonflait pas. Aujourd'hui, lorsque vous êtes gestionnaire, avant de détourner quoi que ce soit, vous passez par l'IGF. Et si vous prenez la grave et l'irrévocable décision de détourner, on vous fera, votre psychologie vous fera poser la question de savoir si l'œil de Fachi n'est pas gauche, l'œil de Alinguet n'est pas à droite, donc vous ne détournerez plus. Donc mon pays va bien. Nous restons toujours avec la guerre à l'Est, vous savez très bien. J'en arrive, madame. Vous êtes allergique aux réalisations qui font... Non, mais il y en a déjà, mais il faut aller sur ce qui ne marche pas. J'en arrive, le pays va bien avec la guerre. Si hier, nous étions en train d'envier, vous êtes déjà allé en Europe, vous vous êtes rendu compte que toute l'Europe du Sud et fait partie intégrante de la République de mon pays par rapport à la dimension. Et que lorsque vous êtes en Espagne, vous pouvez très facilement arriver au Portugal, en France, en Belgique, jusqu'en Suède, sans avoir besoin d'un billet d'avion. Aujourd'hui, avec le projet de développement de 145 territoires qui sont en train d'être reliés par voie routière, le Congo, je n'aurai plus besoin d'un billet d'avion pour arriver à mon Mbuji-Mayi natal. Je n'aurai plus besoin d'un billet d'avion pour arriver à Kabeka-Mangange-Boabilumbu chez moi. Et ça, je dis que le Congo va bien. Lorsqu'il s'agit de parler de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, j'affirme sans embâche que mon pays va également très bien. Pour deux raisons. La première raison, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, le véritable agresseur de la République démocratique du Congo est une nébuleuse sans adresse qu'on appelle la communauté internationale. Et là, comme maillon fort, utiliser l'arbre qui cache la forêt, le Rwanda. Et cette réalité n'était connue que par nous, des scientifiques, des chercheurs, des patriotes. Nous l'avons dit, personne ne l'avait compris. Aujourd'hui au moins, la communauté internationale, complice avec Kagame Batouare, a fini par reconnaître que l'agresseur de la République démocratique du Congo, c'est Kagame et le Rwanda. Et ceux qui combattent en République démocratique du Congo sous le label M23, ce n'est que l'armée rwandaise. Et ça, c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République. Mais après, ça n'arrête pas la guerre. Ne vous en faites pas, j'en arrive, ne soyez pas pressés. C'est grâce à la diplomatie agissante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il a fait comprendre. Et ça, lorsque l'ennemi est identifié, pas parce qu'hier on se battait contre le vent, je dis que mon pays va bien. De deux, toujours s'agissant de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, depuis que nous avons perdu plus de 8 millions de morts, plus de 40 millions de femmes violées, des enfants tués alors qu'ils sont encore dans les enceintes de leur mère, on n'avait jamais administré une seule sanction contre le Rwanda par la communauté internationale. Et parce que cela est arrivé, je dis que mon pays va bien. Toujours par rapport à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, je n'ai jamais vu la ferveur élire domicile dans le chef des jeunes de la République démocratique du Congo qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État de se faire enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ça qui a fait, madame, qu'hier nous ayons récupéré Kibumba, Kichanga, Kirolirwe et beaucoup de villages qui sont aux alentours de ces grandes cités. Et ça,
Je dis que mon pays va bien parce que vous et moi, nous sommes des civils. Si l'armée, si les services de renseignement nous donnaient du jour le jour le rapport des fronts et des services secrets, je pense que vous et moi, nous n'aurions même pas eu le courage de nous laver, de manger et de nous promener et de venir dans cette émission. La guerre est toujours là. Et madame, la guerre est toujours là. Nous ne pouvons pas être à l'aise. Je ne vous demande pas d'être à l'aise parce que la guerre est là, pas parce que ni moi, ni le chef de l'État, personne n'est à l'aise. Mais il faut, lorsqu'on fait une analyse, la faire in globo, prendre la chose dans sa globalité pour démontrer qu'hier, il y avait de vastes territoires qui étaient sous l'emprise des ennemis de la République. Aujourd'hui, nous avons su plutôt à récupérer autant et la même ferveur qui a élu domicile dans les chefs de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont une ardeur à ne pas démontrer, une bravoure à ne pas démontrer, continuera, surtout que le chef de l'État qui est déterminé dans cette dynamique aura un second mandat d'ici le 20 décembre et nous allons aboutir. La guerre est arrivée, elle ne nous quittera pas par un bâton magique. C'est toute une procédure, c'est tout un processus, mais nous ne sommes plus là où l'on était hier avec des vastes territoires récupérés par les rebelles. Nous en avons récupéré autant et vous vous rendrez compte en tant que journaliste que la peur a changé de camp. On va revenir à... Et je peux finir par là, les États-Unis qui étaient dans l'indifférence totale par rapport à ce qui se passe, se sont réveillés non seulement pour administrer des sanctions comme le Rwanda, mais aussi imposer à Kagame de retirer ses troupes, le dialogue qui ne se tenait jamais. À Washington, la France s'est réveillée pour dire la même chose et les États-Unis ont même imposé le cessez-le-feu, pas au FARDC, pas à la République démocratique du Congo, mais à l'agresseur. Voilà qui me permet de dire, sans crainte d'être contredit, je donnerai ma main à couper, on ne la coupera pas, mon pays va bien. Très bien, nous allons donc revenir sur l'actualité parlementaire en RDC, puisque c'est une émission dédiée finalement à cette actualité. J'aimerais que vous puissiez juger les 5 ans de cette législature à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes candidat député national. À l'Assemblée nationale, il y a eu 2 présidents, Madame Janine Mabunda et ensuite Christophe Mbosso, qui ont conduit cette Assemblée nationale. Comment avez-vous trouvé cette législature? Merci madame pour la question, elle est du reste très pertinente. C'est une occasion que vous m'offrez pour éclairer la lanterne de mes électeurs. Le rôle du Parlement dans son format bicaméral, Assemblée nationale et Sénat, est dualisé. Le premier rôle, c'est légiférer, la législation. Le Parlement est là pour voter des lois. Voter des lois qui aillent dans le sens du bien-être de la population, des lois qui permettent à ce que l'exécutif les utilise à bon escient pour le bien de la République. Et le second rôle du Parlement est donc des élus que nous serons demain, c'est le contrôle du gouvernement. Voir là où le gouvernement a failli, interpeller les différents responsables en termes des ministres, en termes des directeurs généraux des entreprises qui n'ont pas répondu aux missions qui ont été les leurs. Les interpeller, les sanctionner soit positivement, soit négativement. Parce que de manière populiste, on pense que lorsque un gestionnaire est interpellé au Parlement, c'est juste pour le faire partir. Alors quand il ressort sans être démis de ses fonctions, on dit voilà, bah député on a bassé le côté. Non, il n'est pas question de ne voir que le négativisme dans ce que les gestionnaires font, dans ce que ceux qui gèrent font. Alors, en dehors de ces 2 rôles que j'ai démontré, je me permets à cette étape de vous dire que s'il m'est autorisé de juger ce qui a été fait comme travail par les députés de 2018 à ce jour, ce bilan est mitigé. Mitigé dans la mesure où, du point de vue de la productivité, du point de vue de la prédisponibilisation des lois, en tout cas, il y a eu une bonne production législative. Les lois ont été faites et là où le bas blesse, c'est que je n'ai pas senti un contrôle parlementaire efficace. Je n'ai pas vu
Je ne parle pas, pour ne pas me contredire par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de sanctions, je ne dis pas que j'aurais bien voulu voir différents ministres être sanctionnés, mais j'aurais mieux voulu voir plusieurs interpellations. Mais certaines interpellations se font en commission, à huis clos, on ne le voit pas sur les écrans de télé. Je le sais, mais est-ce qu'il faut que ça se limite seulement au niveau des commissions? Je ne pense pas. Il faut rendre général ce contrôle. Question que le souverain primaire, qui n'est du reste pas dans sa majorité globale, accessible aux différentes voies de communication pour voir ce qui se fait. Mais je pense qu'il y a eu des faits et gestes, des actes posés par les gestionnaires qui auraient bien voulu les voir être interpellés directement par devers l'Assemblée nationale ou par devers le Sénat. Dès lors que c'est pas fait, ça me donne l'audace et le courage de dire que ce bilan est mitigé, et ça constitue l'un de mes défis en tant que futur élu de la population, pour faire de sorte qu'au-delà de la production législative, que nous apaisantions beaucoup plus sur ce second rôle du député, de contrôler les gestionnaires, parce que ceci est seulement si le gestionnaire est contrôlé, qu'il comprend qu'il y a une épée de Damoclès suspendue sur sa tête, qu'il l'appelle, qu'il interpelle à gérer, pas pour son compte, pas pour le compte de sa femme, pas pour le compte de ses enfants et de sa famille et de ses amis, mais pour le compte de la République, parce que ce pays, je l'ai toujours dit, il nous appartient tous, nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Puisque nous parlons du contrôle parlementaire, est-ce que ces deux rôles qui sont donnés aux députés nationaux ne sont pas appropriés ou inappropriés dans un contexte d'extrême pauvreté? Aujourd'hui, vos électeurs attendent autre chose d'un député. Est-ce qu'il faut simplement, il ne faut pas un peu élargir finalement le rôle d'un député? Non, écoutez, on ne peut pas élargir le rôle d'un député, je vois où vous voulez en venir, jusqu'à lui ajouter un autre rôle de l'assistance sociale. Non. De manière officielle? Non, on ne le fera jamais. Le faire, c'est escamoter. C'est aller au-delà, dans la mesure où il y a des personnes qui ne sont ni députés nationaux, ni députés provinciaux, encore moins ministres, mais qui assistent la population. Mais je préfère y aller avec un principe général de droit qui stipule que ce qui n'est pas interdit est permis. Ça veut dire qu'au-delà du premier rôle de la légifération et le second rôle lié au contrôle parlementaire, il n'est pas interdit à un député national, provincial, soit-il, de partager le peu qu'il peut avoir avec ses électeurs, avec ses frères et sœurs. Ça, c'est pas une façon de consacrer l'inconstitutionnalité, mais je dis bien que tout ce qui n'est pas interdit en droit est permis dans la mesure où vous n'interdirez pas Maître Harold Badibanga ou Badibanga, non élu à ce jour, de partager un pain avec ses amis, ses frères et sœurs de Bandalungwa, de Ngiringiri et de Sélém, et même d'ailleurs. Et de manière péjorative, l'homme blanc nous met ça dans la tête. Le rôle de député se limite là. Alors que lorsque vous allez en Europe, vous vous rendrez compte que chaque député national, et c'est ce que nous allons instituer ici, a une permanence sociale. Dans cette permanence sociale, madame, le député est là, l'euro-député est là pour prendre les désidératas de sa population. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui ne marche pas dans la société, et interpeller le gouvernement. Ce qui ne marche pas, le couler sous forme de loi afin que ça soit codifié. Mais au-delà de ça, il y a une assistance sociale dont on ne parle pas. Il y a des électeurs qui n'ont pas à manger. Si vous leur donnez à manger, cela ne touche à aucune disposition de la Constitution, encore moins d'un quelconque code ou d'une quelconque loi. Okay. Dans la mesure où vous ne m'interdirez pas, moi, élu d'ici le 20 décembre, je sais que par exemple, je venais de le faire dans la commune de Bandalungwa
au niveau de Wenze et à Balouba, 2 avenues n'ont pas du courant depuis plus de 2 mois. Je suis déjà élu, mon premier rôle, c'est d'interpeller le ministre en charge de l'énergie avec ses structures pour qu'il vienne résoudre la situation. S'il n'y arrive pas, mon second rôle, c'est de l'interpeller au Parlement pour qu'il s'explique. Et les pairs à moi, avec qui je serai lorsque nous nous rendrons compte avec eux qui n'est pas à la hauteur et qui n'est pas à mesure de fournir de l'électricité à cette population-là qui a présenté à son élu un desiderata, nous allons le sanctionner. Soit lui demander de travailler fort. Mais c'est ce qui a déjà été fait. Le DG de la SNEL a été interpellé, vous vous rappelez, voilà. Il a été suspendu et puis il est revenu. C'est de ça que je parle pour dire que lorsque je constaterai une léthargie dans ce sens-là, quand bien même ce ministre, quand bien même ce DG sera interpellé, mais avec mes propres moyens, si j'en ai, il n'est même pas interdit quelque part d'acheter des câbles, de négocier avec la SNEL pour le raccordement afin que mes compatriotes vivent avec le courant. Alors ça, on doit le dire à nos compatriotes parce qu'il y a de certains élus qui profitent de ça pour faire valoir leur égoïsme, leur égocentrisme, ce qui n'est pas bon. Parce qu'avant même d'être élu, on vit avec ces gens, on cerne leurs difficultés, et tant bien que mal, compte tenu des petits moyens qu'on peut avoir, on intervient. À combien plus forte raison, lorsqu'on a déjà un mandat, on doit le faire davantage, mais tout en mettant l'accent beaucoup plus sur les 2 premiers rôles constitutionnels majeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec plus de 20 000 candidats enregistrés, nous espérons que tous sont en train de battre campagne, il ne faudrait pas finalement limiter le mandat d'un député national? Mais le mandat est déjà limité, il est de 5 ans. Non, mais limité à 1 an, une fois renouvelable ou pas? Non, non. Parce qu'il y en a qui sont là depuis 2006, 2016, 2018. Il ne faudrait pas finalement qu'il y ait seulement une fois renouvelable? Je ne pense pas que ça soit une bonne idée dans la mesure où nos amis qui ont fait les sciences politiques et administratives savent vous dire pourquoi les fonctions de président de la République sont limitées. Lorsque vous allez aux États-Unis, c'est à 4 ans. Lorsque vous allez en France, c'était à 7 ans. Ils ont réduit à 5 ans. Ici, c'est 5 ans. Non, c'est tout simplement parce qu'il s'agit des charges de l'État. Et que au fur et à mesure qu'on les exécute au plus haut sommet, on atteint ce qu'on appelle en psychologie professionnelle l'usure. Cette usure fait que l'on n'arrive pas à être efficace. Mais le rôle d'un député, c'est de vivre avec la population, de vivre avec la base. Ça n'use pas. Non, non, ça n'use pas dans la mesure où même lorsque vous n'êtes pas député, vous vivez déjà dans la population. Si vous avez une oreille, un œil attentif, vous pouvez cerner les problèmes auxquels plutôt font face ces populations et les amener. Vous pensez que constatez que là, il n'y a pas de courant, là, il y a un ravin qui menace la route, là, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Et vous pensez que ça peut être de l'usure? Non, un parent qui prend en charge ses enfants jusqu'à l'université, il sent le poids, mais il n'a pas l'usure. Mais avoir sur soi la charge de tout un peuple, la République démocratique, la République démocratique du Congo, il y a de l'usure. Donc on peut être qu'il faille faire autant de temps toute sa vie. Effectivement, surtout que c'est la loi qui le dit. Et lorsque nous quittons la loi, nous allons dans les faits, nous nous rendons compte que cette loi avait raison de se fonder sur les faits avant de les codifier. Parce que je ne vois pas en quoi un député peut avoir de l'usure. Vous savez que un député a 3 mois de vacances parlementaires. Est-ce que le chef de l'État en a? Est-ce que un congé quand même, même si c'est pas officiel, mais le chef de l'État a un congé. De combien de mois? On a vu Barack Obama aller en congé avec sa famille pendant 1 mois. Ça, c'est du leurre. Lorsque le président de la République va en congé, comme vous parlez du cas d'Obama, il ne se déleste pas de la gestion de la République. Il y a un vice-président, pour parler du cas des États-Unis, qui assume les affaires courantes, mais qui nous fait le rapport. Donc ce n'est pas du tout un repos, mais il est allé se déambuler. Mais il demeure chef de l'État. C'est différent avec un député national, un député provincial qui bénéficie pendant une année, il en bénéficie à 2 ou 3 reprises. Et vous ne me direz pas que pendant les 3 mois, il est toujours avec la base.
c'est la cour douce, il se repose. C'est très différent. Alors moi, j'aurais bien voulu, et je le veux, au lieu qu'on problématise la limitabilité des mandats des députés, il faut plutôt qu'on les pousse à travailler, à assurer leur mandat, parce que le souverain primaire qui nous donne ce mandat, il nous le donne parce qu'il y a un crédit confiance, parce qu'il attend de nous des bonnes lois, un contrôle parlementaire qui vont aboutir à l'amélioration de leurs conditions sociales. Et si quelqu'un n'y arrive pas, il faut le sanctionner par les urnes et non limiter le mandat, même de ceux qui travaillent bien. Voilà. Alors, vous êtes de l'Union Sacrée. Pourquoi devrons-nous voter Félix Tshisekedi ce 20 décembre? Merci beaucoup, madame. Nous allons voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce 20 décembre. Au-delà, pas parce que je ne veux pas me répéter. Oui. J'ai parlé de la gratuité de l'enseignement, j'ai parlé de la gratuité de la maternité, j'ai parlé des avancées significatives qu'il y a au front, pas parce que la peur a changé de camp et l'ennemi est en train de trembler. J'ai parlé de la victoire diplomatique. Qui aujourd'hui s'est allié, vous avez vu cette actualité. Ne m'opposez pas les propos des personnes mal intentionnées, des personnes frustrées. Je vous rappelle que je suis avocat, ne m'opposez pas des propos d'un fugitif. Quelqu'un qui, lorsqu'il est interpellé par la justice de son pays, il le fuit, il estime qu'il peut commencer à crier en dehors de la République. Je pense qu'il faut avoir du respect, non seulement pour le peuple congolais, mais aussi du respect pour la justice de notre pays, dans la mesure où les gens comme lui sont nés avant la honte. Heureusement que la honte ne tue pas. Si la honte tuait, je crois que lui et ceux qui sont comme lui seraient déjà morts. Je parlais, madame, pour parler des réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'en ai parlé de manière lapidaire, parce qu'il me semble que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais vous savez, au-delà de ce que j'ai évoqué, il s'agit de la dignité du peuple congolais qui est restaurée. Depuis la nuit de temps, il suffit de se poser la question de savoir c'est quoi le M23. On vous dira que c'est un groupe de rebelles qui s'appelle abusivement des patriotes, qui réclament l'applicabilité des accords du 23 mars. Il suffit de gratter sur les accords du 23 mars. Qu'est-ce qu'ils recherchent? On vous dira qu'il y a eu cession des grands postes au sein de l'armée et des services de renseignement à donner à une communauté. Alors que nous, au Congo, nous ne vivions pas des communautés. C'est la République démocratique du Congo avec ses 4 tribus, les Bakongo, les Balouba, les Bangal et les Baswaï. Les Rwandais nous ont amené cette affaire de communauté Tutsi, communauté telle. Non, on n'est pas dans ça. Félix Antoine Tshisekedi arrive, il comprend que si l'armée est infiltrée, si les services de renseignement et consorts sont infiltrés, c'est parce qu'on avait fait ça avec l'imposition de la communauté internationale à l'époque, qui, après les dialogues imposés, alors qu'on n'impose jamais le dialogue à Kagame avec les FDLR et consorts, il faut faire le brassage, le mixage. Ça nous infiltrait. Et voilà pourquoi nous avions des Rwandais dans cette armée, nous avions des Rwandais dans les services de renseignement. J'aimerais qu'on prenne vraiment une question sur vous. Tshisekedi dit, je finis par là, Tshisekedi dit, plus question de dialoguer avec des forces rebelles, elles doivent partir. De deux, j'ai fini par là. Le solde du militaire a été triplé. Le salaire de l'enseignant et du fonctionnaire de l'État a été triplé. Pour ne parler que de ça, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai commencé par là, le peuple congolais a toutes les raisons de voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas les étudiants de l'université de Kinshasa, de l'UPEN qui vont me contredire. Ils passent nous dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous pourrons aller avec le ZECON, mandat de la gratuité de l'enseignement primaire jusqu'à la gratuité de l'enseignement dans sa globalité jusqu'à l'université. Dernière question, vous êtes vous-même candidat, on l'a dit ici, à la circonscription de Funa. Je suis candidat. En regardant, candidat député bien sûr, en regardant la caméra, pourquoi vos électeurs de Funa devraient vous faire confiance? Les électeurs de la Funa, Bandalungwa, Ngiringiri, il y a combien de sièges déjà nous en avons 12. Et vous êtes combien de candidats? Nous sommes toute une marmaille.
Mais ça ne me fait pas peur parce que ce qui importe pour Maître Harold Badi-Banga, c'est que sur les 12, il y a au moins un siège qui lui appartient, avec probabilité pour lui de prendre un autre camarade sur sa propre liste. On va me voter. La population de Bandalungwa, Ngirengiri, Bumbu, Makala, Selimba, Okalam et Kassavo, où nous avons cette commune, va me lire. Tout simplement parce que je suis un patriote. Tout simplement parce que le numéro 214 qui est par derrière vous maintenant, c'est quelqu'un qui a un cœur sensible par rapport au vécu quotidien de la population. C'est quelqu'un qui sait détecter ce qui va et ce qui ne va pas, et qui essaie de résoudre des problèmes, non seulement dans la sincérité, mais aussi sans aller à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui sait comprendre qu'au-delà de la légifération et du contrôle du gouvernement, il faut partager les biens qu'il a avec les autres. C'est ce que mon leader politique, son excellence Choussou Mambilo, m'a appris par rapport à la doctrine de notre parti politique, le Congrès national congolais. Notre doctrine, c'est l'altruisme. Et nous ne sommes pas là pour vivre heureux seuls. Les difficultés que nous avons à la Funa, il y a le Koulouna, il y a le manque d'eau, il y a le manque de l'électricité, et au-delà de tout ça, toute la couche sociale constituée des fonctionnaires, des mamans veuves et de toutes ces couturières, vous devez avoir la foi et avoir confiance en votre frère, votre grand frère, votre fils, votre jeune frère. Merci. Vos espoirs ne seront jamais perdus. Au 20 décembre, commencez par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, et à la Funa, numéro 214, Merci 214, 214, 214. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci d'être passé. Moi également, c'est un plaisir partagé. À tout moment que vous aurez besoin de moi, je viendrai toujours pour la cause de la République. Merci. Chers téléspectateurs, c'était avec une joie renouvelée que nous avons eu à présenter cette émission. Vous avez découvert avec nous Maître Harold Badi-Banga, qui est député à la circonscription de Funa. Avec lui, nous sommes revenus sur le mandat de Félix Tshisekedi, les élections en République démocratique du Congo et pourquoi il sollicite les voix des électeurs de la Funa. Merci de nous avoir suivis ensemble avec mon équipe. Nous vous disons merci. Restez branchés sur les mêmes canaux de diffusion. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.